Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide étape par étape pour tester les API REST de Django REST Framework. Alors, il faut dire qu'il existe plusieurs frameworks permettant de créer des API REST robustes et évolutives avec Python. À l'exemple de Face API, de Flask et de Django REST Framework sont donc les plus populaires, fiables et faciles à utiliser. Cependant, la création d'API est incomplète sans des tests approfondis. Il faut donc dire que les tests unitaires et les tests d'intégration sont donc nécessaires pour garantir que votre API fonctionne pour les cas d'utilisation des clients. La plupart de ces frameworks sont donc livrés avec une intégration Unitest intégrée, mais l'écriture et la maintenance des classes de tests peuvent donc être fastidieuses. Alors, la découverte des tests, l'extensibilité et les assertions sont donc plus simples avec la librairie PyText. Il faut dire que PyText fournit donc un moyen simple et efficace d'écrire des tests pour les API et les applications Django à l'aide des composants intégrés de plugins et de découvertes automatiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez donc apprendre à utiliser PyTest pour tester une API REST Django RUD pour Create, Read, Update, Delete. Il faut dire que RUD signifie ici créer, lire, mettre à jour, supprimer. Donc, il s'agit donc d'un modèle de conception important pour la plupart des services REST. Dans cette vidéo également, nous aborderons la configuration de cas de test, la réalisation des requêtes HTTP à l'aide des requêtes HTTP à l'API, la validation des réponses au code et erreurs, ainsi que la gestion et la simulation des dépendances externes. Nous discuterons également des meilleures pratiques pour l'organisation des tests, l'utilisation des montagnes pour la configuration des données de test et l'interprétation des résultats des tests. Alors, si c'est donc des thématiques qui t'intéressent, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Alors, si je vais donc vous donner une petite histoire de Django, il faut dire que Django a été développé en 2003 par une équipe de développeurs web de Lawrence Journal World, un journal Kansas aux États-Unis. Donc, ça a été développé à l'origine pour aider les développeurs de journaux à créer des systèmes de gestion de contenu et des applications liées à l'actualité. Django était donc open source et a gagné en popularité et est donc devenu l'un des frameworks web les plus utilisés en Python. Il faut dire que Django suit dans le modèle architecturel modèle pour MVM qui met donc l'accent sur la séparation des préoccupations et favorise la réutilisabilité du code pour le principe, ça respecte donc le principe solide. Le framework Django REST API étend donc les capacités de Django pour créer donc des API rapidement et efficacement. Ils prennent également en charge différents formats de sérialisation, notamment au format JSON, au format XML et autres, ce qui le rend donc flexible pour les clients ayant des besoins divers. Ils s'intègrent donc rapidement et de manière transparente au système d'authentification et d'autorisation de Django, offrant donc des fonctionnalités de sécurité robustes pour les points de terminaison API. Donc, notre objectif d'aujourd'hui, on va donc avoir une compréhension de base sur le framework Django REST pour en abrégé DRF. On va donc comprendre comment utiliser les modèles et les vues avec Django. On va donc voir comment modifier le code standard de Django et créer donc une API REST de RUD pour créer, lire, mettre à jour et supprimer ces simples opérations. On va donc écrire des tests pour les opérations de création, de mise à jour et de suppression à l'aide de la librairie PyText et de Feature. On va donc créer une API de gestion des tâches simples et bien testée à l'aide de Django. On va également générer la documentation Swagger pour votre API REST. Alors, les prérequis que vous devez donc avoir pour suivre cette vidéo, c'est d'avoir des connaissances de base en langage de programmation Python, d'avoir une compréhension de base sur l'API REST et l'architecture RUD. Vous devez également avoir une connaissance de niveau débutant sur l'utilisation de PyText et de Feature. Donc, on va donc commencer notre projet. La première des choses qu'on aura donc à faire, on ira donc sur l'écran de mon ordinateur. On va donc commencer d'abord par créer un dossier où on va donc créer notre projet. Donc, je vais donc aller sur l'écran de mon ordinateur rapidement. Je vais donc venir là, je vais exécuter la commande Windows R. Je vais me placer dans le disque local F. Je vais créer donc un dossier ici que je vais appeler MKD, que je vais donc appeler ici projet YouTube. C'est le nom du dossier où sera dans mon projet. J'écris donc CD pour me placer à l'intérieur de ce projet. Je navigue à l'intérieur.
une fois que je suis donc à l'intérieur, ce que je vais donc faire, c'est que je peux déjà créer mon environnement virtuel à l'intérieur de ce projet, ou alors je pourrais même le faire après. Ce qu'on va donc faire, c'est que je vais donc créer rapidement ici un projet Django en exécutant simplement la commande Django, Django-admin start project, et je vais appeler ça tax pour dire, puisque c'est un projet de gestion des tâches. OK. Une fois que je vais donc créer mon projet, vous patientez. Il y a donc les librairies. J'ai déjà eu installé Django et Django REST Framework sur mon PC. Donc, vous patientez. Donc, ça va donc nous créer le projet. On peut donc se placer à l'intérieur du projet en exécutant simplement la commande task cd. OK. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais essayer de faire donc Python manage.py. J'essaie d'exécuter donc cette commande ici. OK, il va donc me créer des migrations. Il me crée donc des migrations. Une fois que les migrations sont donc créées, il est donc temps pour moi de démarrer le serveur de développement pour vous assurer que tout fonctionne dès la sortie de la boîte. Donc, je vais exécuter ici Python manage.py run server. Je me rassure dans cela. Une fois que vous avez donc appuyé Entrée, vous allez donc visiter cette page sur votre navigateur. Donc, vous copiez cette commande ici. Vous exécutez là. OK. Je vais arrêter. Il y avait déjà un serveur qui était démarré. Il a priorisé celui-ci. Je vais l'arrêter. OK. Désolé. Je vais donc relancer ce serveur-ci. OK. Vous avez donc le projet qui a donc démarré là. Ce que vous allez donc faire, c'est que maintenant, nous avons donc un projet Django dont le nom c'est Tax. On va donc créer notre application. Donc, je vais donc venir là. Je vais ouvrir ce projet-là ici avec vous. On va donc venir là sur New Folder. On vient là sur Open Folder. Il faut dire que le nom de notre projet, on l'a créé dans le disque local F. On l'a créé dans le disque local F ici au niveau de mes vidéos YouTube. Non, c'est pas ça. C'est dans le disque local F, c'est projet YouTube. OK, je vais l'ouvrir. Donc, une fois que vous avez donc ouvert votre projet, je peux donc ouvrir une autre invite de commande ici pour pouvoir créer mon application. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc créer une application qu'on va appeler Task API qui va donc gérer nos requêtes agressées aux différents points de terminaison. Donc, je vais donc dire ici Django admin start app task API qui sera donc le nom de mon application. Il faut dire que cela va donc vous créer différents dossiers, à savoir le dossier admin. OK, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici qu'il y a une commande qui n'a pas été bien faite. OK, je vois, on a mal écrit ici. Start, c'est S. Ici, c'est S-T-A-R-E. Il n'y a pas le R ici. Donc, c'est S-T-A-R-E. S-T-A-R-E-T encore. OK, j'exécute donc. Start App. Il va donc vous créer un projet. OK, on va donc venir ici au niveau de notre IDE. C'est ça ici. On va regarder. Donc, je vais dire ici Yes, I host. Donc, on va donc venir voir ici si ça a donc créé cela. OK, voici donc le projet texte API qui a été créé. C'est venu donc avec le dossier, avec le fichier admin, le fichier. On va créer un fichier serialize pour pouvoir serialiser nos objets, un fichier test, un fichier modèle. Ce qu'on aura donc à faire ici maintenant, il faut dire ici qu'on va donc l'ajouter dans le fichier setting parce que c'est une application. Donc, vous venez donc là dans le fichier setting du projet. Notre projet, c'est Task. N'oubliez pas que le projet, c'est Task et l'application, c'est Task API. Donc, vous venez donc là au niveau du fichier setting, au niveau de install app. On va donc ajouter ici là. Donc, je vais donc mettre une virgule là. Tant pour moi, désolé.
Je vais effacer ça. Je vais donc venir là. Je vais donc ajouter ici la tasse API. Ok, je vais également ajouter Django REST Framework. Je vais l'installer. Je vais également ajouter ici REST Framework. On va également l'ajouter. Ok, on va donc exécuter notre code à nouveau pour voir s'il fonctionne normalement, pour voir s'il n'y a pas déjà un crash quelque part. Donc, je vais donc relancer le serveur. En utilisant la commande Python manage.py server, normalement, je devais créer un environnement virtuel. Aussi, ici, il me dit qu'il ne retrouve pas donc le module. Je vais donc lui dire ici de m'installer ça. Alors, pour avoir rapidement le où c'est, je vais donc dire ici, autant pour moi, je vais lui dire ici, pipe install Django, REST. Bon, je ne sais pas comment on écrit ça. Ce que moi je fais généralement, c'est que là, je vais installer Django REST Framework. Il me renvoie cette erreur-ci. Moi, je copie donc cette erreur-ci. Je viens donc ici sur Google. Je vais donc venir dire ici. Je peux lui dire ici, install Django REST Framework. Là, il va me donner directement la commande. Je vais copier, je vais aller exécuter là-bas. OK, on patiente. OK, je cherche dans la commande qui va me permettre d'installer Django REST Framework. C'est ça ici, pipe install Django REST Framework. C'est donc cette commande ici que je vais donc copier. Je vous conseille vraiment de suivre la documentation de Django. Donc, je vais donc venir là. Qu'est-ce qui se passe ici? OK, on va ouvrir la page ici. On va donc dire ici là, pipe install Django REST Framework. On patiente son installation. Ok, ça va donc installer. Pendant que ça va donc installer, après cela, on aura donc, comme je vous ai dit, vous allez donc ajouter votre application TAS API que vous avez donc créé. Vous ajoutez également REST Framework dans votre API, dans votre setting. Maintenant, on va donc créer les modèles Django. Il faut dire qu'on a maintenant deux modèles que nous allons créer. Un modèle de base de données ici pour indiquer la base de données, quelle colonne stockée, dans quel format de données et toutes les contraintes ou relations. Ensuite, nous aurons donc, bon, ici, je vais d'abord exécuter cette commande ici. Il me demande de faire une mise à jour de Python. Ok, je vais plutôt prendre cette commande ici. Désolé. C'est cette commande-là que je vais donc exécuter là. Donc, comme je disais donc tantôt, on aura donc un modèle de base de données qui va donc indiquer la base de données, qui va indiquer donc au niveau de la base de données quelle colonne stockée et dans quel format de données toutes les contraintes ou relations. Et on aura également un modèle de sérialiseur pour que le framework API REST convertisse les données en un format JSON sérialisé qui peut donc être envoyé sur le web. Donc, au niveau du modèle de base de données, on va donc le faire rapidement. Vous allez simplement venir là au niveau. Ici, je vais donc venir là rapidement. Ça patiente un peu, ça bug un peu là. On patiente un peu, je vous en prie. Ok, c'est revenu. On va donc revenir là au niveau de notre modèle ici, au niveau des textes API, au niveau du modèle ici. Je vais donc créer mes différents modèles ici. Je vais donc lui dire quoi ici? Je vais créer donc une classe ici que je vais appeler classe, tax modèle, qui sera donc quoi? Qui sera donc un objet modèle de type modèle. Et qu'est-ce que je vais lui dire ici? Ici, un modèle peut avoir un ID qui sera donc un objet modèle de type UUID pour que ça puisse être généré de façon automatique. Je vais lui préciser ici que c'est une primary key qui est égale donc à row. Je lui précise ça, je lui dis ici que par valeur, par défaut, il va donc me mettre ici un UUID, un UUID, un UUID, UUID, point. Donc, ici, ça sera un default. UUID, je vais donc faire un import de UUID ici. Import de UUID. OK. Je vais me faire un import de UUID. Donc, ici, ça sera dans un UUID
point UUID 4. Je vais dire ici, il va ici un editable qui est égal à false. On ne pourra pas l'éditer. Ok. Ensuite, je vais vous expliquer tout cela. Il y aura donc un titre qu'on va appeler ici title qui est égal donc à un modèle.kfiel qui va donc prendre au maximum un max ligne de disons 255 caractères et qui sera donc en unique est égal à true. Ensuite, il y aura donc un contenu, il y aura donc un contenu qui sera donc un modèle de type textuel parce que ça sera un peu grand quoi, ça sera un peu grand au niveau de où on va remplacer ça quoi. Donc je prends ici un create ADT qui sera donc un objet modèle de type daytime field pour dire ici que je récupère en même temps la date et l'heure au moment où je crée cet objet. Donc j'aurai ici un auto now add qui est égal à true simplement. Ensuite j'aurai ici un update add qui est égal à un modèle point. Je récupère ici la date et l'heure qui est égal ici à un auto now add qui est égal ici à quoi? Je mets toujours à true. Je vais vous expliquer tout cela. Ensuite, je vais créer donc ici une classe meta. Ici, je vais donc dire ici database underscore voilà, database table qui est égal donc ici, je vais donner le nom de ma base de données qui sera donc ici là. Das, c'est le nom que je vais donc appeler, que je vais donner à ma base de données. Ici, je vais mettre une variable ordering qui est égal ici à, je vais les classer par ordre de création. Donc, c'est pour ça que je vais donc copier cette variable-ci. Je vais donc la stocker ici. Ensuite, je vais donc définir mes différentes contraintes. Je vais créer ici un constraint qui est égal ici. Nous prenons un modèle point unique constraint. Ici, je vais donc prendre le field et prendre le field. Je vais donc faire par rapport au title. Je copie cette variable ici. Je colle donc ici. Ensuite, je mets donc ici un unique. Je vais donc mettre ici un name qui sera donc de façon unique. Un name qui est égal donc à unique title. Ici, on a mis 2 virgules. Très bien. Ok, j'espère que jusqu'ici, vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je vais donc vous expliquer rapidement. Ici, j'ai donc créé un modèle qui contient donc le schéma suivant. Vous avez ici le ID qui est unique pour la tâche qu'on va créer, qui va donc utiliser le UUID, pour générer des chaînes UUID aléatoires comme clé primaire, ce qui est donc plus sûr que l'utilisation d'entiers incrémentiel en fait. Lorsqu'on dit peut-être le ID c'est le 1, 2, 3, 4, non. Ce n'est pas très sécurisé en fait. C'est mieux de définir vos ID de façon aléatoire en fait. Au niveau du titre, ici c'est pour donner le titre de la taille de la tâche qui aura une longueur maximale dans notre cas de 255 caractères. Ici le content c'est pour donner le corps ou la description de la tâche qui sera donc pas de longue, qui n'aura pas donc une taille fixe en fait, donc ça n'aura pas une taille fixe. Vous avez donc le create at qui est donc le horodatage en fait pour la tâche qui a été créée dans le jour où la tâche a été créée, si on peut dire comme ça, et le update at qui est sur le horodatage où la tâche a donc été modifiée ou mise à jour. Ici, sur-dessus, nous avons donc le modèle meta dans lequel nous définissons donc ici les propriétés. Nous allons donc définir ici les propriétés et les contraintes importantes. Par exemple, notre table sera donc nommée ici la taxe. Ici, au niveau de ordering égal à créer date, ici, on va créer les données par ordre de création des différentes tâches. Donc, on va les classer par ordre de création des tâches. Ici, vous avez les contraintes ici au niveau de la ligne 17 qui vous donnent donc toutes les tâches qui doivent donc avoir un identifiant unique.
Donc, toutes nos tâches qu'on va créer auront donc un identifiant unique. Maintenant, nous avons donc notre modèle de base de données. On va donc maintenant définir notre modèle de sérialiseur. Ici, il faut dire que dans Django, un sérialiseur, c'est un composant du framework de sérialisation intégré à Django qui fournit donc un moyen de convertir les types de données complexes tels que les instances de modèle Django en JSON ou en XML, JSON pour JavaScript Object Notation ou d'autres formats qui peuvent donc être facilement restitués en réponse HTTP. Il fournit donc également de la désérialisation qui permet donc de reconvertir les données analysées en type complexe après avoir d'abord validé les données en rente. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc venir ici au niveau de mon application. Je vais donc créer ici un fichier que je vais donc appeler serializer.py. Simplement, maintenant, dans mon fichier serializer, je vais donc ici importer un fichier qui nous vient donc de Django REST Framework. Je vais donc faire un import de serialize. Ensuite, je vais donc faire ici from. Je vais donc importer ma tâche modèle. Je vais faire ici un import de task modèle. Simplement, je vais venir ici, je vais donc créer une classe qui va appeler classe est égale à tax. Je vais appeler ça tax serializer qui sera donc un objet serialize de type qui va donc hériter de modèle serialize. Simplement. Ici, qu'est-ce que je vais donc faire? Je mets donc ici deux points. Je viens donc ici. Je vais lui dire ici, je vais créer donc une classe meta. Une classe meta qui va donc prendre le modèle. Le modèle que je récupère de ici, c'est tax modèle. C'est pour ça, ici au niveau du modèle, je récupère tax modèle. Je l'ai déjà importé ici en faisant à la ligne 2. Ici, je vais donc sérialiser tous mes objets. Donc, je vais donc prendre ici un field qui est égal à un all. Je vais vous expliquer cela. OK. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Ici, nous sérialisons donc ce tax modèle. Donc, on sérialise ce tax modèle que nous avons donc défini dans l'étape précédente. Ce que nous allons donc faire ensuite, c'est que nous allons donc créer maintenant des vues Django REST. Dans Django, les vues sont donc des fonctions qui génèrent des requêtes HTTP et renvoient des réponses HTTP. Ils sont donc responsables du traitement des demandes entrantes, de l'interaction avec des modèles et des bases de données, de l'exécution de la logique métier et de la génération des réponses renvoyées au client. Les vues peuvent donc être configurées pour générer différentes méthodes HTTP telles que les get, les put, les delete, les patch et peuvent donc être associées à des URL à l'aide des modèles URL. Il faut dire que Django utilise donc le routage d'URL pour mapper les URL en rente aux vues correspondantes qui vous permettent donc de définir comment différentes URL doivent donc être gérées par différentes vues de votre application. Il faut dire que vous avez donc différents types de vues dans Django. Quelques-unes que je peux donc citer. Vous avez donc les vues basées sur les fonctions. Vous avez les vues basées sur les classes. Vous avez les vues génériques. Vous avez les vues basées sur les classes avec mixing. Vous avez les vues intégrées dans Django. Donc, dans notre exemple concret ici, il faut dire que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos qui vous montrent donc comment l'utilisation de ces différentes vues basées sur les génériques, basées sur les mixings, basées sur intégrer à Django les vues basées sur les classes. Dans cet exemple-ci, nous allons donc utiliser la classe générique view intégrée pour acheminer la demande entrante vers les vues appropriées. Nous divisons donc, ici nous allons donc diviser nos vues en deux classes principales. Nous aurons donc les tâches pour gérer donc, en fait, les tâches pour gérer tout ce qui permet de créer une tâche ou bien d'obtenir toutes les tâches. Et nous aurons donc les tâches détails qui permettent ici de gérer, d'obtenir, de mettre à jour, de supprimer une tâche. On va implémenter cela, vous allez donc voir au courant de cette vidéo. Donc, commençons donc d'abord par examiner la classe task. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc venir là, au niveau de view. On va donc créer ici, donc dans votre fichier view, on va donc commencer par l'examiner. Je vais donc créer ici une classe que je vais appeler ici classe task. Ici, qui sera donc un générique. Ici, je vais donc d'abord importer mon générique view aussi. Je vais dire ici from REST framework import générique. Donc, je vais donc venir ici, je vais dire générique point
générique et puis view. Donc, ici, je dois faire appel à mon sérialiseur. Donc, je vais dire ici from. Puisque je dois donc faire appel à mon sérialiseur, je vais dire ici from tax. C'est tax API, oui, point serialize. Oui, je vais faire ici un import de tax serialize. Donc, ici, je fais donc appel à mon sérialiseur. Je vais créer ici une variable serializer qui est égale ici à quoi? Serializer class. Donc, serializer class. Oui. Ici, qui sera donc égal à mon sérialiseur. Donc, ici, qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais donc une variable querySet qui est égale ici à mon modèle. Je vais donc importer mon modèle ici. Je vais lui dire ici simplement de me faire un from tax API point modèle. Il me fait un import de tax modèle simplement. Donc je vais venir ici, je vais donc faire mon querySet qui est égal à mon tax modèle. Je vais donc tout importer point object. Ici je vais donc faire ici point all. Vous pouvez faire soit un filtre pour pouvoir décider de filtrer peut-être par rapport au titre ou bien par rapport à ce que vous voulez. Mais ici, je vais donc tout récupérer. Point all. Simplement. OK. Ici, je vais donc créer ici une fonction qui va me permettre de guetter tout cela. Je vais ajouter également une pagination à cela. Je vais créer ici une fonction def get qui va me permettre de guetter toutes les tâches. Je vais prendre ici un self. Je prends mon objet request. Je mets ici 2 points. Je lui dis ici, je vais créer donc une page numération parce qu'il veut le faire avec une pagination directement. Page num, ici qui est égal à quoi? Je vais donc, est-ce que j'aurai besoin de quoi ici? Je vais lui dire ici, il va le convertir directement en entier vu que c'est un nombre que je veux. Est égal donc à request point get point get. Qu'est-ce qu'il va getter ici? Il va donc commencer par le nombre de pages. Je crée ici page et je mets ici, il commence par la première page. Je vais vous expliquer tout cela à la suite. Je vais prendre ici une limite. Le nombre total d'éléments que j'aurai donc dans ma page est égal ici à un int. Ici, je vais prendre un request point get. Ici, point get, c'est majuscule. Point get. Ici, point get. Ici, je vais donc mettre ici un point get. Ici, je vais dire que le nombre limite de pages ici sera donc, il m'affiche 10 éléments par page. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va lui dire donc à combien il va donc commencer. Le numéro, il va dire ici start. Je crée donc une variable ici. Je vais lui dire ici, il va commencer donc à la page, à cette page de numéro-ci. Je copie donc cette variable-ci que je vais donc mettre ici. Ici. Voilà. Moins 1. Ici, je vais donc multiplier. Je vais rapidement prendre mon clavier visuel. Clavier visuel. OK. Oh, je vais donc multiplier ici, là, par le nombre total ici. Qui est ceci. OK. On va donc prendre le dernier numéro de la page. Je vais vous expliquer tout cela. Qui sera donc ici égal à l'épître numéro page multiplié par, voilà, multiplié par ceci. OK. Ça, c'est pour afficher le nombre total d'éléments. Ici, je vais créer, on peut également faire une recherche des éléments. Je peux créer ici une variable stitch param, une variable stitch param qui est égale ici à request point get point get. Je vais rechercher, je vais donc créer ici une variable stitch simplement. Je vais donc créer ici une tâche
que je vais donc récupérer ici, qui est égal, je récupère donc toutes mes tâches, qui est égal à taxe modèle, point objet, point all. Simplement, je récupère donc mes tâches ici. Je vais donc lui dire cela que si il y a donc cette recherche ici à l'intérieur, donc si il y a cette recherche ici, alors je vais donc récupérer mes différentes tâches, qui est donc cette variable ici. Ici, je vais donc faire ici un point filtre. Donc, je vais essayer de filtrer. Et je filtre par rapport à quoi? Il faudrait donc que le titre, qui est donc le title, que ça contienne donc je vais mettre ici que ça contient, donc c'est i content, pour dire que i con i content est égal au paramètre qui a été recherché. Simplement. Donc, que ça corresponde donc au paramètre qui a été recherché. Ici, qu'est-ce que je vais donc faire ensuite? Je vais donc récupérer donc tous ces objets-là. Je pouvais d'abord même les compter avant de... Je pouvais d'abord les compter ici. Une fois que je les ai récupérés ici, je vais d'abord essayer de les compter. Je vais dire ici, total taxe, ici, est égal donc à quoi? Ça sera égal simplement. Je vais essayer de les compter ici en utilisant donc un point count, en utilisant la fonction count qui permet de compter. Maintenant, une fois que j'ai compté, je fais maintenant le filtrage ici. Le paramètre qui recherche, en fait, si ça se retrouve au paramètre qui recherche au niveau du titre, je vois si ça contient donc le titre. Ici, qu'est-ce que je fais donc? Je le passe rapidement au sérialiseur. Donc, je vais donc dire ici, je crée donc une variable serializer, autant pour moi, serializer, qui est égal donc ici à quoi? Qui est égal, je vais récupérer l'objet courant, qui est égal ici à serializer classe, et je vais donc passer ici mon objet ici que j'ai filtré, celui que je copie. Je mets donc ici et je prends quoi? Je prends ici start num, ici le numéro auquel ça commence, que voici. Je vais donc mettre ici là 2 points et il prend également, c'est le end numéro. Je vais vous expliquer tout cela. End numéro ici. Je vais mettre ici many est égal à true, simplement. Ok, une fois que c'est donc fait, si c'est correct, il faudrait bien que je retourne donc une réponse au serveur. Je vais dire ici là que return, il va me retourner sur une réponse, return réponse. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Quelle est la réponse qu'il doit donc me renvoyer? Je vais lui dire ici là que le statut, il va me renvoyer le statut de la réponse au cas où tout est correct, qui sera donc ici à success. Oui, success avec 2 S autant pour moi. Success, virgule. Ici, il va également me renvoyer le nombre total d'éléments de ma page. Ici, je vais donc prendre total qui est égal donc à la variable le nombre total d'éléments après qu'il ait fait le décompte. Ici, il va donc me renvoyer également la page. Ici, il me renvoie la page. Je récupère donc ici page num. Que voici, je récupère cette variable ici que je mets donc ici. Ici, il va également me récupérer la dernière page qui est last page. Ici, au niveau de last page, je vais donc faire ici un match. Si je fais de ici un mat point pour qu'il m'affiche la dernière page. Donc, je vais donc faire ici. Je vais importer dans la librairie mat qui est égal donc à quoi? Au nombre total d'éléments que voici. Au nombre total d'éléments que voici. Divisé par les limites numéros. Simplement. Divisé par ça. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit me renvoyer? Il doit me renvoyer la tâche en question. Il va me renvoyer donc l'objet en fait qui a été sérialisé. Pardon, c'est serialize. Donc, il m'envoie les données. Simplement. OK. Il y a donc certaines librairies que doit donc importer ici. Qui est donc quoi? Je dois donc importer d'abord response. Je vais dire ici from REST framework import from REST framework point response import response.
Ok, je vais également importer la librairie math. Je vais être simplement ici, import math, simplement. Ok, je crois que les problèmes qui sont ici en bas seront donc résolus. Donc, au cas où tout est correct, il me renvoie donc cela. Et c'est tout. Voilà donc la méthode qui va me permettre donc de récupérer tous ces objets-là. On passe directement à la deuxième méthode qui va permettre donc d'envoyer un objet au serveur. Je vais lui dire ici def pour pouvoir poster un objet. Je récupère l'objet courant. Je récupère ici mon objet requête. Et qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais d'abord passer mes données au sérialiseur. Tant pour moi ici, serializer, ici qui est égal donc à self.serialize pour récupérer l'objet courant. Je passe donc mes data qui est égal ici à request.data simplement. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais donc checker mon sérialiseur. Ici, if sérialiseur. Donc, si mon sérialiseur point is, si mon sérialiseur est valide, alors qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Il va donc sauvegarder mon objet point save simplement. Donc, si mon sérialiseur est valide, alors je sauvegarde mon objet. Et qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Je vais donc lui retourner rapidement une réponse au serveur. Je vais lui dire ici, return. Il va me faire un return de réponse. Ici, qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Je vais lui dire ici que le statut de la réponse qu'il doit donc retourner doit être success, virgule. Je vais également lui dire de me renvoyer la tâche qu'il a donc postée, qu'il a donc envoyé au serveur. Ça sera donc ici. C'est tout l'objet en fait que je veux déjà sérialiser. Point data. Ici. C'est bon. Et qu'est-ce qu'il va encore lui demander de m'envoyer ici? Il va lui demander également de m'envoyer le statut code. Ici. J'ai donc mis ça là-bas. Ici, je peux également lui dire de me faire ici un statut qui est égal donc à statut.http. Ici, ça sera donc point http created. Il faut que j'importe donc le statut quelque part ici. Donc, on va donc venir ici. On va donc importer le statut au niveau de où on a importé donc générique. Donc, je vais donc venir ici. J'importe le statut. Donc, je scroll donc là en bas. Je vais donc dire ici. Et bon, temps pour moi. CTRL Z. OK. Je reviens donc ici. Je fais donc égal à statut.http. Donc, nous on veut donc une réponse 204 pour dire que le serveur a bien créé notre objet. Ça sera ici, bon, ok, autant pour moi ici. Statut est égal à statut. Point, moi, je veux une réponse en 200. Bon, H. Pourquoi il ne retrouve pas? Statut est égal à status. J'ai importé status là en haut. Oui, status. Ici, c'est normalement HTTP. Je vais l'écrire en toutes lettres. HTTP, statut est égal à status HTTP. Normalement, j'ai importé 201 underscore créer simplement. Pourquoi il ne retrouve pas ça? Tac. Pourtant, j'ai bien importé l'objet statut ici. Je vais réimporter status. OK. Si je mets donc ici, je vais reprendre est égal à OK statut point H. Pourquoi il ne retrouve pas? Status point H. OK, je vais revenir sur HTTP. OK. Maintenant, au cas où il rencontre donc une erreur, je vais lui dire ici else. S'il rencontre donc une erreur, il va donc me faire un return de réponse. Ici, il va donc m'afficher le message d'erreur. Je vais copier les mêmes gars qui sont donc ici. Je vais copier ça. Donc, je vais juste copier le contenu. Je vais copier ça. Je vais donc mettre ici. Ici, on va donc lui dire ici, ça ne sera plus successful. Ça sera maintenant, il a échoué.
Ici, le message, ça sera plutôt serialize.error cette fois-ci. Et non plus data, quoi. Il va nous renvoyer maintenant l'erreur. Ici, il dit qu'il y a une erreur au niveau du return réponse. On a oublié quoi? Je passe mon objet au serialize. Qu'est-ce qu'il dit ici? On essaie de voir rapidement. Ici, je récupère mes données. Je les passe au serializer. Ici, je les conserve. Ici, je retourne la réponse. Ici, je crée ça. OK. OK. Il y a une virgule là qu'on a oublié. Super. OK. OK. C'est pour ça que là, maintenant, il voit donc ça. OK. Vous voyez que si je reprends donc là, il voit donc maintenant le 204. Donc, c'est juste qu'on avait oublié une virgule là. HTTP. Ici, on a dit que c'est 200. C'est 201. Autant pour moi, c'est 201 qui est créé. Peut-être pour dire que l'objet a été créé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va le renvoyer ici? Ici, on va maintenant plutôt le renvoyer le 404 pour dire le bat. Le bat, en fait, le 400 quoi. Le 408 pour le bat request. Donc, je vais donc faire ici http.ht. Donc, j'ai oublié une virgule ici, désolé. Je mets ici .http 404 barre de request simplement. 400 pour le bar request, c'est 400. 404, c'est plutôt le not phone. OK, simplement. Voilà la réponse que je vais donc l'envoyer. Alors, dans cette classe ci-dessus, nous avons donc deux méthodes, à savoir, nous avons donc la méthode get et la méthode post. Je vais donc vous expliquer. Il faut d'ici que le get, la méthode get que vous voyez ici, c'est le gestionnaire get. Ça renvoie une liste paginée d'enregistrement au client. Par défaut, le gestionnaire ne renvoie que les 10 premiers enregistrements. Donc, il va me renvoyer uniquement les 10 premiers enregistrements au client si les paramètres limites et pages sont absents dans l'URL de la requête. Donc, s'il ne renvoie donc pas, si dans sa requête, il ne renvoie donc pas le nombre d'éléments qu'il veut, alors je vais donc l'envoyer par défaut les 10 premiers éléments. Le client peut donc transmettre les paramètres pages et limites pour modifier donc la pagination. Il peut donc entrer ces paramètres pour modifier donc la pagination. Alors, il faut dire ici que le post méthode ici, le post méthode que vous voyez ici, je vais donc vous montrer. Le post, désolé, le post méthode ici là, ajoutera donc le nouvel enregistrement à la base de données lorsqu'une requête post sera donc atteinte au niveau du serveur. Il crée donc automatiquement l'ID et les euros d'attache afin que le client n'aurait pas à spécifier le titre et afin que l'utilisateur n'aura qu'à spécifier. Il n'aura qu'à envoyer uniquement le titre et le content. Donc, nous allons donc examiner la charge utile à envoyer via Postman et PyTest dans l'article plus tard. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est que écrivons donc maintenant les méthodes qui vont nous permettre de supprimer et de mettre à jour nos différentes tâches. Je vais donc venir là, plus bas. Je vais donc créer ici une classe que je vais appeler ici classe tax détail, qui sera donc un objet générique de points qui va hériter de générique API view. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la même chanson. Je vais donc copier le code qui est ici en haut d'abord pour gagner en temps. Parce que là, la vidéo sera un peu assez longue. Donc, je copie donc ce code ici. Je mets donc ici 2 points. Je le colle donc ici. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer ici? Je vais donc dire ici def. Ici, on va donc get un tax. Ici, on va le récupérer par son ID. On aura besoin d'un objet PK. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour éviter que mon serveur crache bêtement, je vais donc utiliser les high exception. Je vais lui dire ici de me faire un return. Donc, je fais d'abord un high. Je lui demande de me faire un return de tax modèle point object point. Et je vais donc getter. Et je get par rapport à quoi? Par rapport à sa PK. Simplement. Et qu'est-ce qu'il va donc le faire ici? Je vais donc faire un except. Au cas où il veut donc cracher, je lui dis ici de me return none. Simplement. Voilà donc une méthode qui va donc me permettre de getter un truc par son ID. Je vais également écrire une méthode qui va permettre, ici, je vais faire ici un def get. Je vais prendre ici self. Je prends ici request. Et je prends ici donc la PK. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc créer une variable task qui est égale donc à
self point, je récupère cette fonction-ci que je mets donc ici. Et je vais donc récupérer ici, j'envoie donc le pk qui est égal au pk, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Je vais donc lui dire ici là que if task, qui est donc la tâche-ci, si ce n'est pas présent, if task is none. Donc, si ce n'est pas présent, qu'est-ce qu'on va donc faire? Il faut qu'on le retourne une réponse. Donc, on va faire ici un return de réponse. Et qu'est-ce qu'il va l'envoyer ici? Je vais donc, qu'est-ce qu'il va l'envoyer ici? Je vais lui dire ici, statut. Donc, je vais donc venir ici. Je vais mettre ici, statut. Ici, je vais mettre ici quoi? Je vais dire ici, on a eu échec. Il faut que j'envoie donc le message de l'échec. Je vais dire ici, message, deux points. Je lui dis ici, je vais créer, puisque c'est une chaîne de caractères en fait. Je vais donc appeler un objet dans une chaîne de caractères. C'est pour ça que j'utilise le f-string. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller suivre ma vidéo sur les bases Python with id. Ici, je vais donc mettre ici deux points. Qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? Je vais donc passer ma variable pk qui est donc l'id ici. Je copie donc ça. Je mets donc ici. Je vais lui dire ici que ça n'a pas été trouvé en fait. Donc, not found. Simplement. OK. Je vais donc mettre une virgule ici. Ici, plus bas, je vais donc l'afficher le statut de la réponse. Je vais dire ici statut est égal donc à statut point http méthode. Je vais l'envoyer sur le 404 not found. Donc, je reprends là. Point http 404 not found. OK, simplement. Donc, je vais donc l'envoyer cette réponse-là. Donc, ça, c'est l'API qui me permet donc de récupérer un objet par son ID. Ici, ça, c'est au cas où on ne l'a pas trouvé. Maintenant, au cas où cet objet existe, je vais donc créer sur une variable serialize qui est égal donc ici à quoi? Qui est égal à self.serializer class. Et qu'est-ce que je fais ici? Je passe simplement mon objet ici. Donc, je passe mon objet ici à l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais? Je vais donc retourner une réponse au serveur lui disant que j'ai bien reçu quelque chose de correct. Et ici, je vais donc faire ça. J'ouvre donc là. Qu'est-ce que je vais l'afficher ici? Je vais d'abord l'afficher le statut. Et je vais mettre ici deux points. Je vais lui dire ici succès. OK. Une fois que c'est succès, je vais donc l'envoyer l'objet qui a été créé. Ça sera donc ici un serializer.data. OK, simplement. Donc, voilà donc une méthode qui va me permettre de renvoyer ici un objet, de get un objet par son ID. Alors, on va maintenant écrire une méthode ici qui va permettre donc de modifier un objet, un attribut particulier de l'objet avec le patch. Donc, je vais créer ici une variable def. Pas désolé, la vidéo est assez longue. C'est une vidéo vraiment complète. Je crée ici, il prend donc un self pour récupérer l'objet courant. Je prends ma requête ici, request. Ici, je prends donc la PK pour pouvoir modifier un objet. On a besoin de l'identifiant de l'objet qu'on souhaite donc modifier. Ici, je vais donc créer ici une variable task qui est égale donc ici à quoi? À self. N'oubliez pas que j'avais créé une fonction plus haut qui permettait de getter un objet, une tâche directement. C'est ici get task que voici. Et je vais donc faire quoi ici? Je vais donc passer la PK. Ça, ce sont les bonnes pratiques de développement en fait. Donc, vous créez donc une fonction pour pouvoir l'appeler à chaque fois pour ne plus être à écrire une fonction qui va permettre de récupérer l'ID. Alors, je lui dis donc ici là que if task is, donc si la tâche n'existe donc pas, qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Je vais copier la même réponse ici. Si la tâche n'existe pas, je copie le même message ici. Je vais donc le renvoyer ça. Si la tâche n'existe pas, alors, si la tâche n'existe pas, je vais donc lui retourner une réponse avec un statut de 404 qui est not found. Au cas où la tâche va donc exister, je vais créer ici une variable serializer qui est égale ici à self.serialize class. Ici, qu'est-ce que je passe? Ici, je vais donc passer ma variable tâche que voici. Ensuite, je vais donc passer mon data.
qui est égal ici à request.data. Simplement, je vais donc passer ici l'attribut partial égal à true, puisque nous sommes au niveau du patch, quoi. Nous sommes dans le pardon, on aura besoin de cet attribut absolument parce qu'on va modifier l'objet de façon partielle. La différence entre le put et le patch, c'est que le put modifie en fait l'objet entier, alors que le patch modifie uniquement un attribut. Donc, tu dis l'attribut que tu veux modifier. Or, si tu utilises plutôt le put, il va modifier tout l'objet en fait. Donc, ici maintenant, je vais lui dire ici là. Qu'est-ce que je fais là? Je vais revenir donc ici. Je vais lui dire ici là que si mon sérialiseur si il est donc, si mon sérialiseur est is valide, si mon sérialiseur est donc valide, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais donc récupérer mon sérialiseur. Je vais donc faire un sérialiseur point. Je vais donc essayer de valider les données. Validate data. Et qu'est-ce que je vais donc valider ici? Je cherche donc je prends donc la date où c'est inscrit, qui est la variable que nous avons définie au niveau du modèle ici. Et pour faire prendre exactement cette variable ici, que je vais donc mettre ici, et je mets donc ici, je vais donc modifier la date à laquelle l'objet a été modifié avec quoi? En ajoutant simplement la nouvelle date qui est quoi? Qui est datetime date. Je vais copier, je vais d'abord recopier, je vais d'abord importer la librairie datetime. On va l'importer. La librairie datetime, je vais donc l'importer là à ce niveau-ci. Je vais dire ici là, from date time, from date time, import date, from date time, non data time, from date time, import date time, simplement. Je vais donc revenir ici, ça va donc modifier le jour auquel ce gars a été modifié. Donc, ici, il va me faire point. OK, qu'est-ce que je vais donc choisir ici? Je peux choisir date, je choisis par la date. Je vais dire ici point date time now. Si je veux simplement, je vais dire ici point date. Je récupère l'instant T simplement pour pouvoir récupérer l'instant auquel l'objet a été modifié. Ici, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais le passer donc haut. Je vais donc le sauvegarder. Je le sauvegarde donc simplement. Une fois que c'est donc fait, il faut que je retourne donc une réponse au serveur. Je vais donc lui renvoyer une réponse ici. La réponse que je vais donc l'envoyer sera donc au niveau du statut. On aura ici c'est succès, bien sûr, puisqu'il a été modifié. C'est succès et le message sera simplement quoi? Le message sera ici, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Ça sera donc simplement serializer.data. Il me renvoie donc les données. Simplement. Donc, une fois que c'est donc fait, on va donc revenir ici. Si tout est correct, est-ce que j'ai besoin de renvoyer ce statut? Oui, je vais renvoyer ce statut. OK. Maintenant, si c'est que ce n'est pas correct, je vais donc renvoyer un bat request. Donc, je vais encore coller ça ici. Ici, si je pars comme ça, OK, super. Donc, si tout n'est donc pas correct, je vais donc le renvoyer ici une réponse qui est false. Je lui renvoie ici le message plutôt serialize.error. Serialize.error. Je l'envoie donc l'erreur et je lui renvoie donc ici en bas de request et non en not found. Je vais renvoyer ici .http. Bad request, la réponse 400. Vous devez donc connaître les différents verbes http, bad request, simplement. Voilà donc une méthode qui permet de le faire. Maintenant, écrivons donc une méthode qui permet de supprimer donc une tâche. Donc là, c'est vraiment les opérations de CRUD que nous sommes en train de faire là. Ici, je vais donc prendre le self. Ici, je prends la requête. Ici, je prends donc la PK. Pour modifier un objet, on a besoin de son identifiant. Je récupère donc la tâche que je souhaite modifier ici en faisant donc un self.getTask. Et ici, je passe donc l'objet PK. Une fois que j'ai donc passé l'objet PK, je vérifie donc que si la task, si ce n'est pas présent, if task is, donc si ça n'existe pas, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc faire un return. Je vais faire ici, je peux faire copier ça.
Je fais donc un return de réponse ici, c'est valid et on n'a pas retrouvé. Au cas où on le trouve, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va simplement, on récupère donc cet objet-là et on appelle simplement la méthode delete sur lui. Simplement. OK. Et qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va retourner ici on va retourner simplement un statut. Donc, je vais effacer ça. Je fais donc ici un return de statut est égal à HTTP. Ici, on ne l'a pas trouvé, donc c'est le no content. HTTP. No content, c'est le 204. Simplement. OK. Donc, il faut donc dire que dans cette classe-ci, dans la classe, je vais vous montrer, il faut dire que dans la classe text data view, nous avons donc trois méthodes, à savoir, nous avons le get, nous avons la méthode get qui permet de récupérer un objet, nous avons le patch qui permet de modifier partiellement un objet, et nous avons le delete qui permet donc de supprimer un objet. Il faut donc dire que le gestionnaire get ici renverra donc une tâche individuelle en fonction de la clé primaire PK qu'on a spécifié dans notre requête. Le patch est le gestionnaire patch qui mettra donc à jour l'enregistrement dans la base de données en fonction de la PK ou encore l'identifiant. Parce que pour modifier un objet, on a besoin de connaître l'objet qu'on veut modifier. Et pour le connaître, on a besoin de son identifiant. N'oubliez pas qu'au niveau du modèle, on avait dit ici que l'identifiant était de façon unique et on les générait de façon aléatoire avec le UID. Donc, il faut aussi remarquer, vous devez donc uniquement spécifier le champ que vous souhaitez donc mettre à jour et vous ne pouvez donc pas mettre à jour les champs ID et les champs de date. C'est impossible de les mettre à jour, le champ ID et les champs de date. Donc, les requêtes incorrectes vont donc renvoyer un 404 BAT request, tandis que les tâches non trouvées vont nous renvoyer un 404 qui est notre fond. Il faut dire que le gestionnaire delete supprimera donc l'enregistrement dans la base de données PK s'il existe. S'il n'existe pas, il va donc en renvoyer un 404 not found code de réponse d'erreur. Donc, comme vous pouvez donc le voir ci-dessus, les codes de réponse d'erreur HTTP sont extrêmement importantes pour aider votre client à comprendre si sa demande produit donc une réponse réussie, une erreur client ou alors une erreur du serveur ou une erreur d'authentification. J'espère que vous comprenez très bien. Dans les réponses HTTP que vous voyez ici, vous devez donc les maîtriser, sachant peut-être que le 404, le not found, le 500 euros, c'est pour l'erreur du serveur. Donc, quand vous avez donc ces différentes requêtes-là, ça vous dit donc si une réponse réussie. En fait, la demande produit donc une réponse réussie, une erreur du client, une erreur du serveur ou alors une erreur d'authentification, etc. Il est donc très important pour vous d'utiliser ces codes d'erreur corrects en tant que développeur d'API et cela fait donc partie des bonnes pratiques de conception. Donc, ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que nous allons donc ajouter des routes et des URL routes. Lorsqu'une requête va donc arriver au niveau de notre API, elle est d'abord vérifiée dans le texte API. Donc, on va donc venir ici dans le test, ici au niveau du projet. On vient ici, voici donc le projet ici qui est ça là. On vient donc au niveau de l'URL du projet parce que quand les requêtes arrivent, c'est d'abord par là que ça passe. C'est à ce niveau-ci, au niveau du tars. Voilà. C'est par ici que toutes nos requêtes passent. Donc, on va d'abord l'ajouter ici. Donc, ce que veut donc faire ici, ils ont créé le projet Django est venu par défaut le URL pattern. Ce qu'on va donc faire ici, c'est que nous allons donc créer notre patch ici. Donc, ce que je vais donc faire ici, d'abord, je vais venir au niveau du task API. Je vais créer ici un dossier qui va appeler urls.py. Et créer un fichier que j'appelle ça. Je vais donc créer ici. Ce que je vais faire, je vais copier ceci. Je vais copier ceci. Et je vais donc coller ici. Je n'ai pas besoin de admin. Ok, je n'ai pas besoin de admin. Ici, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui ici. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais créer ici un patch. Je vais mettre ici par défaut. On n'aura pas besoin d'écrire un slash quelque chose. Je récupère donc mon task. Il faudrait que je l'importe. Permettez-moi de l'importer ici. Je vais faire ici un from task API view. Il va me faire ici un import de non seulement de taxes, mais aussi de taxes détail, simplement. OK. Donc, je vais donc venir ici, je vais donc faire un tax point as view, puisque c'est une vue, simplement.
Donc, une fois que c'est fait, je vais également importer pour le Data View. Je vais venir là, je vais copier ça. N'oubliez pas que pour le Data View, on avait besoin des PK. Donc, je vais donc venir ici. Je vais venir là. On a besoin des PK. Vous mettez ici str. Deux points. On aura donc besoin des PK. Ici, je vais donc faire ceci. OK. Je vais donc prendre ici maintenant plutôt un taxe détail. OK, simplement. Une fois que c'est donc fait, cela nous permet donc d'accéder aux requêtes dans les vues et de transmettre la PK en chaîne en tant que paramètre de chaîne. Nous définissons maintenant l'URL de base dans notre API. Donc, on va maintenant venir ici au niveau de ce URL-ci. Ce qu'on va donc faire ici, je n'ai pas encore besoin de la documentation Swagger. Je vais donc venir ici, je vais donc créer aussi un patch que je vais donc mettre ici. On va donc appeler ça API / tax. Ici, je vais donc faire ici ici, je vais mettre encore un / pour une bonne nomenclature. Je vais mettre ici un include. Il faut donc que j'importe include à ce niveau-ci. Include. Je mets donc ici un include. Et je mets donc ici mon truc, c'est mon application, c'est ça ici, c'est taxe. Donc, je vais copier exactement tel que c'est la taxe underscore API et je pointe vers le URL qui est dans le taxe API. C'est pour ça que je vais donc mettre ici point URLs simplement. Vous voyez? Donc, mon application, c'est taxe API, c'est ça ici, taxe API et je pointe vers ce fichier-ci où j'ai défini mes routes. Simplement, si vous notez donc le URL pattern paramètre, nous spécifions dans le chemin d'administration d'API. Nous passons donc également le include ici paramètre pour indiquer à Django d'appeler l'autre URL. Donc le include ici permet à Django d'appeler une autre URL, l'autre URL qui est dans le URL de l'application test API, donc qui pointe donc vers les vues. Maintenant, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons donc maintenant configurer le CORS dans Django. Le CORS, c'est le CORS. Il faut dire ici que le partage de ressources inter-origine, qu'on appelle encore CORS, est une fonctionnalité de sécurité implémentée dans les navigateurs web qui empêchera donc les pages web d'effectuer des requêtes vers un domaine différent de celui qui a servi de la page web. Donc, pour éviter que nos requêtes puissent faire des appels des pages web différentes, on va donc configurer notre corps dans Django. Alors, pour le faire, on va donc d'abord installer le corps. Je vais donc rappeler ici. Je vais donc installer le corps ici en utilisant simplement la commande pipe install Django core reader. Pipe install Django core reader. Ceci sera donc également inclus dans le requirement.txt si c'est que vous avez donc un fichier requirement.txt. OK. Une fois que c'est donc fait, on va donc l'ajouter au niveau du setting de notre application, au niveau du install app. Je viens donc ici, je vais donc l'ajouter. Je vais donc dire ici core reader. Core H-E-D-E. Voilà, j'espère que c'est correct. Reader. OK, s'il y a même une erreur Django, au moment de la compilation du projet, on aura cela. OK, maintenant, ce que nous allons donc faire, on va donc ajouter les middleware dans notre fichier setting. Je vais donc venir là, à ce niveau-ci. Est-ce que nous avons donc déjà les middleware? Core middleware. Je vais donc ajouter rapidement les middleware ici. Je vais donc dire ici core reader, core reader, autant pour moi, désolé. Je vais donc ajouter ici core reader point middleware point course middleware simplement. Donc là, j'ajoute donc les middleware. OK. Qu'est-ce qu'on va donc faire ensuite? On va donc aussi ajouter les common middleware.
Voilà, c'est là, Django Middleware Common, Middleware Super. Ici, ce qu'on avait parlé, le Middleware, en tout cas, lorsqu'on va compiler Django, va nous dire si on a fait donc une répétition. Alors, on va également ajouter cela au niveau du setting. Les causes all origin, ça se place souvent ici en bas. OK. Je cherche donc les core all origin. Je vais donc venir là. Je vais créer ici donc. Mon port va démarrer sur le port 3000. Est-ce que j'ai besoin? Non. Je vais d'abord laisser comme ça. Avec ces étapes, vous pouvez donc configurer votre corps dans votre application Django et autoriser donc les requêtes inter-origines à partir des domaines spécifiés. Donc, nos corps là, en fait, ici, on peut donc spécifier nos domaines auxquels on veut donc que notre projet puisse se compiler. Donc, je vais mettre ici corps A, low 8, origine. Je vais commenter cela parce que je n'aurai pas besoin de ça pour le moment. Aujourd'hui, je peux mettre ici que ça va démarrer sur le port HTTP 2. // Je suis en local host 2.3000. Simplement, là, je spécifie le port sur lequel ça va démarrer. Et je prends ici un corps Allo Render Shell. Donc ça, c'est pour éviter que mon projet puisse démarrer sur un autre port que celui que j'ai précisé. Parce que j'ai dit là qu'il doit démarrer sur ce port-ci. Oh, Allo. Je vais mettre ici Allo underscore. Ici, je vais mettre Render Shell. Et je mets ici à, mais c'est variable à true. Mais moi, je vais commenter ça parce que mon port va donc démarrer sur le port par défaut intégré à Django. Donc, je vais supprimer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? Waouh, ça fait vraiment beaucoup d'étapes. On y est déjà presque. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que nous allons donc créer les migrations pour aider Django à créer les tables de base de données. Et ensuite, on va donc exécuter le serveur. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de crash ici. On va donc exécuter, faire les migrations. Python, on va donc dire Python manage.py make migration. Simplement. Voilà, on appelle les problèmes. OK, ça s'est bien passé. Maintenant, on va donc essayer de migrer. On va donc faire Python manage.migrate. On essaie de faire donc les migrations. OK, ça s'est bien passé. On appelle donc le serveur. En exécutant la commande Python manage.run server. En supposant que vous ayez correctement effectué donc toutes les étapes, vous aurez donc votre projet qui va donc démarrer à cette adresse-ci. On va essayer donc de l'ouvrir rapidement. Je vais essayer encore de l'ouvrir. OK. Si j'essaie de me connecter en tant que admin. OK, ça marche bien. Là, je n'ai pas encore créé un super utilisateur. Je pourrais le faire donc plus tard. Ensuite, nous allons donc tester nos différentes API. Nous pouvons donc créer une tâche en envoyant une requête POST au serveur. Ici, je vais utiliser Tondel pour pouvoir le faire. Il faut dire que Tondel, c'est un client léger. Je pouvais également utiliser Postman. Alors, si vous voulez, je peux utiliser donc Postman. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc recopier ce gars-ci que voici. Je viens donc au niveau de Postman que voici ici là. Je vais donc coller ça ici. Donc, une fois que j'ai donc collé cela, je vais donc, mon but ici est de créer une tâche. Donc, je vais donc revenir là. Celui-ci, c'est avec le projet sur lequel nous travaillons. Mon but est de créer une tâche. Je vais venir là au niveau des vues. Autant pour moi. Non, c'est pas avec ce projet-ci. Désolé. OK, c'est ce projet-ci. Oui. OK. Je pars donc au niveau de l'URL. URL d'abord du projet que voici. Au niveau du path, j'ai dit que voici ce qui doit me renvoyer. Donc, je copie ce gars-ci. Je viens donc, j'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de faire. Ici, je vais donc mettre un post. Ici, au niveau de l'URL maintenant de l'application, ici, le post, on n'a pas besoin parce qu'il faut dire que le post a été défini dans ici, à ce niveau-ci, dans la vue-ci, dans cette vue-ci, on n'a pas besoin. Donc, je vais donc revenir là. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc faire entrer les informations.
Ici, je vais donc faire entrer. Au niveau de Postman, je fais entrer. Vous cliquez là sur Body. On va faire entrer uniquement le titre et la description. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de faire entrer la date. Je vais donc faire entrer ici le title. Je peux mettre ici title formateur David Tanque. Je vais mettre ici formateur David Tanque. Au niveau, je n'ai pas besoin du prix. Ça, ce sont les API qui testaient. Ici, au niveau du content, je vais donc mettre ici peut-être devenez développeur full stack grâce à mes formations. Simplement, je vais enlever la virgule ici. OK. Une fois que c'est donc fait, je fais donc lance la requête. On attend. OK. Il dit ici que le serveur a rencontré un problème. Je vais donc revenir ici. Je vois pourquoi est-ce que le serveur a rencontré un problème. Il dit ici classe TCA Missing Meta Model. Je vais donc repartir au niveau du sérialiseur. Je vais revenir là au niveau du sérialiseur. Il dit donc qu'il a un problème à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ici? À ce niveau-ci, il n'arrive pas à sérialiser nos objets. Si vous pouvez le lire ici. Check version setting using tag setting, starting development. Il n'arrive pas à sérialiser. Je vais rappeler encore. Je vais donc réexécuter. Je regarde si on a bien défini nos objets, notre taxe sérialiseur. Et si on a notre classe, je vérifie bien, taxe sérialiseur qui hérite donc de modèle serialize. Ici, on fait donc une classe meta qui va donc prendre le modèle. Ici, on fait donc passer tous les objets. OK, pourquoi il n'arrive donc pas à sérialiser cela? Qu'est-ce qu'il dit ici? Rest from serialize.py get. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le ding. Pourquoi il n'arrive pas à créer? Le serveur n'arrive pas à démarrer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a le serveur qui crache. Il n'arrive pas à sérialiser ça. Bon, nous, on va aller sur Internet. Je vais lancer la recherche là sur Internet. OK. Donc là, nous sommes donc sur Stack Overflow. On essaie de lire. Apparemment, on a une erreur. Attribute assign variable using equal. OK. Ici, c'est plutôt égal. OK. Très bien. Donc, j'espère qu'à partir de là, on va donc relancer notre serveur. Comme je vous ai dit, moi, je programme en live avec vous. Quand on a une erreur, c'est mieux d'aller directement sur Stack Overflow. On relance. OK, super. On a donc notre objet qui est donc créé ici. Vous avez donc le statut de la réponse qui est successful. Vous avez donc la tâche qui a été créée. Voici donc l'ID qui a été généré sous forme de UUID. Vous avez le titre. Vous avez donc le contenu. Vous avez la date de création et le jour et l'heure à laquelle ça a donc été créé. C'est donc parfait. Ce qu'on va donc faire présentement, je vous conseille vivement lorsque vous travaillez et que vous avez des erreurs, venez sur Stack Overflow, copiez l'erreur et amenez ça sur Stack Overflow pour faire vos recherches. Vous voyez que moi, j'ai fait ma recherche sur Stack Overflow et ils m'ont donné une réponse favorable. Alors, ce qu'on va donc faire présentement, c'est que nous allons donc maintenant aussi tester. Nous allons tester la méthode qui permet donc de créer. Nous pouvons donc créer une tâche avec succès. Ce que nous allons donc faire présentement, c'est que nous allons donc créer une deuxième tâche que nous allons donc créer une deuxième tâche juste pour avoir deux enregistrements. C'est que je vais donc venir ici, je vais donc venir faire ici, je vais dire ici, parce que moi je suis donc développeur full stack, je vais donc mettre ici deux points, je vais dire ici, je suis développeur React Native pour la partie mobile et Django REST Framework pour la partie backend. Je vais mettre ici en continu, je vais dire, cela me permet de gagner ma vie et d'être fier. Cela
Donc, je vais mettre ici 2 points. Je gagne ma vie en tant que développeur. Simplement, je crée donc, pap, super, il m'a créé donc une deuxième tâche avec ces caractéristiques-ci. OK. Maintenant, on va donc obtenir la liste des tâches qui ont donc été créées. N'oubliez pas que nous avons donc créé 2 tâches. On va donc obtenir toutes les tâches en faisant simplement un get au niveau de notre méthode. Je vais donc venir là et faire donc un get. Je lance. OK, super. Il nous renvoie donc la liste des tâches. On a créé combien de tâches? 2. Au total, nous avons 2 tâches. Il a compté. On a 2 tâches. On a une seule page. Il nous a renvoyé sur une seule page. La dernière page, c'est donc on a une seule page. La première et la dernière page, c'est une page. Et nous avons donc les tâches qui ont donc été définies ici. Voilà donc nos 2 tâches qui ont donc été définies. En faisant simplement un get. Ce que nous avons donc ici, nous avons donc créé 2 tâches à l'étape précédente. Nous pouvons donc également obtenir une tâche individuelle en transmettant le ID simplement. Ce que je vais donc faire pour obtenir une tâche précisément, je vais donc copier le ID que voici. Je copie donc ce ID ici que voici. Et je vais simplement venir là, à ce niveau-ci. Je colle ça ici. Donc là, je suis en train de vouloir obtenir quelle tâche? Je suis en train de vouloir obtenir uniquement la tâche dont le titre, c'est formateur David, simplement. Donc, je lance donc. OK, vous voyez donc que là, il me renvoie une seule tâche. Ici, la seule tâche qu'on obtient ici, c'est le formateur qui est David. Simplement, ici, vous avez donc vu comment on peut donc obtenir une tâche à partir de son ID. On peut maintenant changer le titre de notre tâche en utilisant simplement ici, on va utiliser donc le put ou bien le patch pour pouvoir changer donc le titre d'une tâche. Je vais simplement venir là au niveau de body. Ici, je vais donc utiliser le verbe patch simplement. Je vais donc changer, je passe également l'id ici. Maintenant, je ne veux plus, je vais changer. Je veux maintenant que le titre soit plutôt ici, formation complète. Ou bien, je vais donner un projet sur lequel je travaille présentement. Je développe une application de transfert d'argent qui sera maintenant le nouveau titre. Vous voyez que ici, le titre, c'est formaté David Tank. Je veux que le titre soit maintenant, je développe une application de transfert d'argent. J'ai récupéré son identifiant que voici. Je lance la requête. OK, il crache ici. À ce niveau, il crache pourquoi? On va encore repartir au niveau du serveur. Il dit ici, type argument, no type in iterable. Moi, je vais copier encore cette erreur-ci. Moi, je vais donc l'amener sur Google, qui est donc mon meilleur ami lorsque j'apprends à programmer. Je sais que lorsque je fais une recherche sur Internet, je copie ça. Je vais donc venir là. Bon, vous avez donc vu, je vous ai montré comment faire vos recherches. Donc, vous pouvez donc venir là, vous entrez là sur Stack Overflow. Vous essayez donc de lire. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? Vous essayez de lire def pass, def, tac. If guess is not, je vois déjà où il y a l'erreur. Tac, on a fait le patch ou le put ou le patch à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, on a fait le patch. If task none, donc s'il ne retrouve pas, il retourne cette réponse-ci. File. Bref, vous pouvez donc essayer de faire dans vos recherches vous-même pour pouvoir corriger cette erreur-ci. Parce que là, on doit également passer au niveau des tests unitaires. Ça va donc me prendre assez de temps si je corrige cette erreur. Je vous ai donc montré comment faire vos recherches sur Internet. Alors, vous pouvez également tester les méthodes de delete, les méthodes de update. Nous avons déjà vu donc tout cela. Alors, donc, comme je vous ai dit, vous pouvez donc supprimer. Passons maintenant à ce qu'on appelle donc les tests unitaires au niveau de la deuxième partie. Alors, maintenant que le serveur API est en cours d'exécution et testé, écrivons donc quelques tests unitaires. C'est probablement la raison pour laquelle vous êtes donc venu ici en premier lieu. Il existe donc plusieurs façons de tester le framework Django REST Framework. Vous pouvez donc le tester avec les API Request Factory ou alors les clients API ou alors les demandes clients ou alors les clients API de base. Vous pouvez donc très bien le tester en utilisant la bibliothèque de requêtes populaires. Mais ce que nous allons donc utiliser la bibliothèque native API Client. L'avantage de cette solution est qu'elle utilisera donc un modèle PyText
qui configure donc et supprime la base de données après chaque session de test, garantissant ainsi l'isolement des tests et l'absence d'état. Alors, si vous n'êtes donc pas familiarisé avec les lumières, voici donc un guide. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo-ci. Définissons donc d'abord notre conf.text.py. Donc, je vais donc venir là, au niveau des tests API. Je vais créer ici un fichier qui va appeler config, donc config test.py. OK, qui est donc le fichier de configuration de nos textes. Ici, je vais donc faire quoi? Je vais donc faire ici un import de py, un import de PyTest. Un import de PyTest. On doit l'installer. Alors, je vois donc là qu'il me demande donc d'installer. Je vais donc venir ici. Je copie cette erreur-ci parce que je n'ai pas la commande pour installer en tête. OK, je mets ici Django REST Framework. OK, je passe sur Stack Overflow. OK, là, il prend un peu plus de temps. Donc, là, il va me demander, il va me donner la commande pour l'installer. Je scroll vers le bas, je scroll vers le bas. Ici, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? Il dit quoi? J'ai besoin juste de la commande pour installer. Qu'est-ce qu'il va me dire ici? Voilà, pas management.share, pas besoin. OK, moi je vais exécuter une commande si ça marche, ça ne passe pas. Donc je vais dire ici Python pipe install, c'est quoi? C'est PyTest, c'est Django PyTest. Bon, je vais essayer si ça marche, c'est OK. Donc j'ai exécuté la commande PyTest, il va donc m'installer cela. Il va m'installer dans les différents packages. OK, pendant que les paquets sont en train d'être installés, je vais venir ici, je vais donc dire ici from REST framework.test import. On va donc importer notre client natif. OK, PyTest a été installé. Ici, c'est mon fichier de configuration. Je vais créer ici un PyTest.feature. Je vous conseille de ne pas retenir de ne pas retenir ce code ici. Lorsque vous voulez écrire les tests unitaires, vous devez toujours écrire ceci. Function. Donc, je vais mettre ça dans les doubles côtes ici et ici, simplement. OK. Je vais donc, à la ligne ici, je vais donc créer ici une fonction API client. Ici, je vais créer une variable. Ici, je vais mettre ça. Il va me retourner un objet de ce type-là. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà, il me retourne un objet de type API. API client. De type API client. Deux points. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais ici un yield de API client. Simplement. Donc, lorsque vous voulez écrire vos tests unitaires, vous devez toujours écrire ce fichier config.test pour faire vos configurations. Donc, il faut dire ici que ce luminaire sera donc désormais importé et utilisé dans nos tests. Comme nous l'avons donc dit précédemment, la base de données sera donc démarrée et supprimée après chaque test. Alors, cela signifie que nous devons donc créer des données pour chaque cas, ce qui n'est donc pas un problème et des solutions plus efficaces peuvent donc être effectivement trouvées. On va donc créer une tâche. Alors, je vais donc créer ici un fichier que je vais donc appeler ici test. Test tax API.py. Je crée donc ce fichier-là. Je vais lui dire ici quoi? Je vais mettre ici une annotation py, arrobas py test point make point Django db. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire ici? Il n'arrive pas à trouver ça. Arrobas, OK. Arrobas py text point make. OK. Il n'arrive pas à retrouver ça.
On verra cela. Je vais créer ici une fonction que je vais appeler pour tester l'API de création, create. Donc, je commence toujours la nomenclature demande que vous commencez toujours par le mot-clé test. Je vais mettre ici tax. Ici, je récupère le API. Donc, je crée une variable API client. Ici, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner un objet de ce type-ci. Donc, je mets là, comme ceci. OK. Je fais donc ici un nom, 2 points. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais créer ma data. Je crée donc une data ici. La data que je crée aura donc un titre que je vais appeler ici là un title, que je vais appeler ici là formation, ou bien David Tanque, développeur full stack. OK. J'ai donc pris le titre. Je prends donc le contenu. Je vais dire ici content. Je vais dire ici vous auriez des cours et des projets pratiques. OK. Donc, j'ai donc créé mes deux datas. Autant pour moi, j'ai créé ma data. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je suis en train d'écrire un test pour pouvoir enregistrer. Je suis en train d'écrire un test pour pouvoir créer un objet. Je vais donc prendre ici un response create. Ça, c'est le test unitaire pour pouvoir créer un objet. J'appelle donc le API client que voici. Je fais donc ici point post. Alors, quand je fais donc point post, qu'est-ce que je vais donc récupérer ici? Je vais donc récupérer mon API qui permet donc de créer un truc, une tasse. Donc, je vais venir dans le URL ici. Non, dans le URL principal, qui est ça là, qui est cette API ici. Je vais donc revenir là. Je mets donc ça ici, comme ceci. Je vais donc faire, je mets donc dans les doubles quotes, je mets le chemin. Ici, je mets donc ma data. Je passe mes data que voici. OK. Et qu'est-ce que je fais donc ici? Data qui est égal donc. Je vais mettre ici data est égal à data. Oui. Et je passe ici. Je précise que ça va me renvoyer les informations au format 10. Donc, mes informations sont donc au format 10. OK. OK. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc maintenant passer aux assets. Je vais dire ici tax ID. Task ID est égal à response create. À response create. Point. Je récupère la data. Et qu'est-ce que je vais donc récupérer ici? Je vais récupérer d'abord le task. Ensuite, je récupère quoi? Je récupère l'ID. Simplement. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais couper ça. Je mets ici. Donc, je récupère ici l'ID de la tasse. Maintenant, il me faut donc un log info. Je veux dire ici pour pouvoir afficher les logs. On verra donc, je vais donc essayer d'afficher les logs ici. On verra donc plus tard. Je peux également venir ici, je fais un log. Je vais importer ça. Un log.info. Un log.info. Ici, je mets donc F. Je mets ici, je mets création de la tâche. Création de la tâche. Donc, je peux dire 2 points. Je dois donc préciser l'ID. Je fais donc ici un truc comme ceci. Et je récupère donc l'ID ici. Donc, création peut-être de la tâche 05 ou bien. Donc, on récupère l'ID quoi. Maintenant, je peux également afficher le statut en fait de l'objet créé. Donc, je vais donc faire ici log info. Je mets donc ici response. Je mets donc ici response. Je vais donc mettre ici quoi? Je vais mettre ici response.createData.
mettre ici response. On va également importer ça. Point create. Point data. Simplement. Je peux également faire des affirmations. C'est mieux que nous importons d'abord ces librairies-là. On va importer nos différentes librairies. Je vais venir ici. Je vais dire ici, il y a d'abord PyTest, Logger. Je vais aller rapidement là, sur Google, rapidement. Je vais lui dire ici de me faire de PyTest. OK. Il va comprendre. Ici, qu'est-ce qu'il me dit rapidement? Import login, c'est déjà correct. Donc, j'importe ça rapidement. Ici. OK. Import login. Ici, je vais l'instancier normalement. Il faut l'instancier quelque part. Import login. Il faut l'instancier quelque part. Login, log égale à login. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. OK, super. Maintenant, je corrige aussi le gaz si PyTest is not defined. Pourquoi? Nous avons bien importé la librairie PyTest. Bon, on verra cela à la suite. Pourquoi ici, au niveau du log info, il me renvoie cela? On va donc venir ici au niveau, c'est du log info. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit là? Ici, il fallait. Qu'est-ce qu'il dit ici? Log info log.info crée mon string created ID. Ouais, ok, ça doit faire partie de mon résultat. Désolé les gars. Pareil ici, ça doit faire partie. La vidéo est vraiment assez longue. C'est une vidéo complète. Ok, maintenant au niveau de réponse, je fais la même chose. C'est Django REST Framework. Je vais dire ici from REST Framework point response import response simplement. Ok, qu'est-ce qu'il dit ici? Import response. Ok, égale à réponse. Tac, réponse created. Bon, on verra cela. Je sens un peu la fatigue. Réponse created. Point data. Simplement. OK. On va maintenant faire quelques affirmations. Je vais donc faire ici asset response created. Point. On récupère le statut code. Point statut code. Point star. Point status code est égal à 200.01. Donc, on affirme que la réponse du statut est à 200.01. On va également affirmer, on va également faire un response point. Maintenant, un response point create point data. On va récupérer ici la tâche, donc qui est la tâche en question. On récupère donc aussi également le tir et on montre que c'est égal à quoi? À notre data si, donc que c'est égal au tir ici que je vais donc copier. Je mets ici là et je récupère le tir simplement. J'espère que vous comprenez. Donc, on montre en fait que le titre qui nous vient donc de la réponse est égal donc au titre de la data que nous avons donc créé ici plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Ici, c'est dans la méthode pour enregistrer un post. Bon, je vais copier ça rapidement. PyTest is not defined. Normalement, ici, j'ai installé PyTest. Pourquoi est-ce qu'il dit que PyTest is not defined?
Si j'essaie donc de couper ça, je fais ici un arrobase paille, arrobase paille. Pourquoi il ne retrouve pas ça? J'espère que ça marche cette fois-ci. OK. It's not defined. Bon, je vais donc copier cette erreur ici. Je copie le gars ici. Je vais donc venir ici sur Internet rapidement. Je fais donc les recherches. PyTest is not defined. OK. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Apparently, cause define single immigration, arrobas PyTest, photo, mark, tac. You can below code you are confused, database maker. Bon, moi je vais essayer de traduire en français pour voir. Pour comprendre, il dit ici, vous pouvez ajouter le code dessus, config.tel conformément à la documentation officielle pour autoriser l'accès à la base de données Django marqueur. Config, ici mon fichier, config, pourquoi ici, il dit quoi ici? J'ai des erreurs là. Arrobase, pytext, feature. Si je mets ici, AutoHouse égale à true. Ici, fait un def enable. On va corriger rapidement cette erreur là. Ok, bon les gars, j'ai retrouvé l'erreur. En fait, il fallait, bon, je vous montre rapidement. Ici, on avait oublié d'importer la librairie PyTest. Donc, c'est juste un oubli. Donc, ok, on a donc importé. Notre test est donc bien écrit. On va donc essayer de le tester. N'oubliez pas que nous sommes en train de vouloir tester la méthode qui permet, voici la vue que nous voulons tester. C'est cette vue-ci qui permet de créer donc une tâche. Donc, c'est cette vue-ci qui permet de créer une tâche. Cette vue-ci que nous voulons donc tester. Voici son API ici. Alors, je vais donc exécuter là. Je vais donc venir là. Qu'est-ce que je vais faire ici? Si j'écris simplement PyTest, on voit s'il va nous tester ça. Il est en train d'exécuter. OK, il crache. OK. Import module, à quel niveau? Il dit qu'il y a un problème. Test Django for HS request setting REST framework has not configured. Import. Est-ce qu'on n'a pas configuré le REST framework variable test API? Test API Django core exception improving request setting REST framework but setting are not configured. Si je pars dans le fichier setting, est-ce que nous n'avons pas configuré ça là-bas? Dans le fichier setting, nous avons configuré. Nous avons fait toutes nos configurations dans le fichier setting. Pourquoi est-ce qu'il crache? Pourquoi est-ce qu'il crache? On a configuré REST framework, c'est bien écrit. REST framework. OK. Au niveau des tests, il essaie donc de cracher. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce que là, on a écrit un seul test. Apparemment, il y a un souci. Bon. Je vais donc revenir là rapidement. J'essaie déjà d'avoir une idée de l'erreur. Et je vois donc comment je vais donc aller modifier cela. OK, qu'est-ce qu'il dit ici? Tag you must in the environment variable Django setting module appelé string configuré. My site.export Django. Je pense que Django setting module devrait être défini d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai regardé la documentation. Django setting module. Apparemment, on a une configuration que nous n'avons pas fait au niveau du setting. D'après ce qu'il nous dit, c'est le Django setting module. Donc, il demande comme my setting. Donc, je vais donc essayer de regarder d'autres propositions.
La vidéo sera assez longue, les gars. N'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce qu'il dit ici? On va essayer de lire ensemble. Au niveau du path environment, est-ce que je n'ai pas créé un environnement virtuel? Si j'essaie de créer donc un environnement virtuel, j'ai utilisé PyEvent pour gérer l'environnement virtuel du projet Django Solution Py Environment Shell. Je vais donc exécuter ça. Py Environment n'est pas reconnu. Bon, je vais essayer de... Comment je vais faire. Alors donc, on va donc exécuter la commande pour pouvoir tester cela. Je fais quelques modifications là. Le serveur crache toujours. Il faut dire que j'ai ajouté le fichier pytest-init ici qui devait permettre de donner dans les configurations. J'ai donc vu cette configuration là. Ici, vous devez donc mettre task.setting task qui est dans le nom de votre application que voici. En fait, qui est le projet où se trouve le fichier setting. Ça doit être dans le même projet. C'est ça ici, task, et on a le setting là. J'ai donné quelques configurations. Donc, si je retrouve un fichier qui commence par test, ou bien qui commence par underscore test, ou bien qui commence par test underscore .py, qui exécute ce fichier là. Donc, dans notre cas ici, nous avons dans le fichier, je vais revenir. C'est quel fichier? C'est le fichier test API. Donc, c'est ça ici. Donc, quand j'essaie donc d'exécuter, je vais donc relancer le serveur. Là, il crache. Ok. Je vais donc essayer de voir pourquoi il crache et vous revenir dans une prochaine vidéo. Sinon, je vais quand même essayer de terminer rapidement mes tests unitaires pour vous montrer comment la logique se passe, la logique qu'on a derrière les tests unitaires. Donc, on a donc écrit un test qui permet donc là de créer un produit. Et si on écrit donc aussi un test qui permet donc de get un produit, ce que je vais donc faire, c'est que je peux venir juste là à la suite. Je fais donc ici un. Je fais donc là à la suite, je fais donc un response get qui est égal ici à API client point. Cette fois-ci, on veut getter. On veut getter par rapport à quelle URL. Donc, je vais mettre ici une fonction string. Je vais getter. Je vais donc dans l'URL URL du projet principal que voici. L'URL du projet principal que voici. Je copie ceci. Je viens donc, je mets ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il y a un slash. Il y a un slash là. Ensuite, je vais donc getter par rapport à son ID. Donc, je vais donc récupérer l'objet task ID qu'on avait pris quelque part ici. On l'avait pris par rapport à son ID. Je vais donc l'ajouter ici simplement. Et qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc revenir là. Je vais dire qu'il m'envoie les informations au format 10 simplement. Il m'envoie les informations au format 10. Une fois que j'ai donc récupéré, je vais donc également faire un log info pour qu'il m'affiche les informations en console de comment ça se passe. Donc ici, je fais un log info. Ici, il faut bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà. Ici, il va donc me renvoyer ici récupération de l'objet. Je vais mettre ici récupération de l'objet. Et je passe le ID. Au niveau de la réponse, je vais mettre quoi ici? Réponse créée point data. Super. Je vais donc maintenant affirmer ici. Je veux qu'il m'affirme que asset response point get. Donc il m'affirme que response point get point que le statut code est égal à 200. Ok. Il va également m'affirmer quoi? Il faut qu'il m'affirme également que le tir. Vous n'êtes pas à l'école. Ah, maman. Il faut qu'il m'affirme que le tir. Donc, je vais mettre ici response.get. Je monte ici
correspond à ce point get que le titre est égal au titre qui a été créé ici dans notre objet, dans notre data qui est ici, que ce titre correspond à ça. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va donc écrire maintenant une méthode ici qui permet donc de guetter. C'est le test unitaire. On va maintenant écrire dans une prochaine vidéo, on va reprendre cette test unitaire-ci. Donc, je vais essayer de voir donc pourquoi le serveur crash. Donc, je vais vous montrer juste comment la logique se passe derrière les tests unitaires. Donc, dans une prochaine vidéo, ça sera une partie vidéo. Ça, c'est une vidéo partie 1. Je vais donc faire également une vidéo partie 2 où on va donc reprendre la rédaction de ces tests unitaires à zéro. Donc, vous me laissez juste le temps de voir pourquoi le serveur crash à ce niveau-ci. Et on se prend dans une prochaine vidéo. C'était donc David Tanque. Donc, bye à vous.